Alors, bienvenue à cette séance du comité plénier public. Nous n'avons qu'un seul sujet à l'ordre du jour, et ça concerne le dossier de la flexibilité financière. Je souhaiterais dire cependant la portion qui se retrouve en comité plénier public, c'est suite à une recommandation du comité sur la performance organisationnelle qui, suite à cette présentation-là, a trouvé très pertinent de pouvoir l'amener, bien sûr, aux collègues, mais de l'amener en public parce que ça va intéresser la population. Il y a un exercice d'information, de sensibilisation et d'éducation, je dirais, euh, à travers l'exercice qu'on s'apprête à faire. Et par la suite, donc, on a 1 heure avec nos intervenants, M. Lavallée, Mme Nathalie Lapierre et M. Giguère. Après ça, nous, on va poursuivre, oui, Martin, non pas Samuel. Euh, on va donc poursuivre, nous, la discussion à comité plénier huis clos, parce que pour certains élus qui ne font pas partie du comité sur la performance organisationnelle, ben donc, ils vont en prendre connaissance en même temps que les journalistes et le public. Et donc, on pourra par la suite, nous, poursuivre la discussion pour donner des orientations en lien avec ce qui nous sera présenté, mais ça demandera une certaine réflexion par la suite. Ça vous va? Alors, la parole est à vous. Alors, avant de débuter, tout simplement une petite mise en contexte. Alors, vous vous souvenez, en 2019, suite à l'exercice de préparation budgétaire 2019, les élus avaient souhaité qu'on s'attaque, qu'on regarde, qu'on réfléchisse à la gestion de la dette, chose qui a été faite en 2019. Évidemment, la gestion de la dette fait partie des bonnes pratiques de gouvernance financière. Alors, c'était important qu'on s'y attarde, ce qui a été fait en 2019. Maintenant, il y a d'autres bonnes pratiques en matière de gouvernance financière et dans le cadre de nos travaux, effectivement, sur la gestion de la dette, il y a quand même certains constats qui avaient été mis à l'égard de certains concepts. C'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, on va vous présenter quels sont les bons principes de gouvernance financière. Et dans un deuxième temps, on va parler plus spécifiquement de 2 principes de bonne gouvernance financière qu'est la gestion des surplus et ensuite de ça, quelles sont les bonnes pratiques à l'égard de la gestion des actifs. Donc, c'est le but de la présentation aujourd'hui. Comme Mme Bergeron l'a dit, c'est de l'information. Alors, après ça, c'est pour susciter justement une réflexion approfondie de qu'est-ce que voudra faire la ville de Sherbrooke à l'égard de ces bonnes pratiques-là. Donc, on va parler des objectifs, ce que c'est qu'un budget structurellement équilibré et durable. Ça, c'est un élément important de la présentation de ce soir. Quelques constats que nous avons faits, des propositions et les prochaines étapes qui sont devant nous. Donc, les 2 objectifs, c'est de permettre à la ville d'être plus résiliente financièrement. Résilient, ça veut dire avoir de la marge de manœuvre. Puis avoir de la marge de manœuvre, il y a plusieurs façons pour avoir de la marge de manœuvre, mais c'est d'être capable de supporter des chocs, d'absorber des chocs. Donc ça, c'est le premier objectif qui est poursuivi. Le deuxième, c'est de favoriser une planification budgétaire qui est structurellement équilibrée et durable. Et ça, on va y revenir, c'est le cœur de ce qu'on propose, c'est d'avoir un budget structurellement équilibré et durable. Et tous les mots sont importants ici. Et cette définition-là nous vient du CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, qui est basé à Montréal. Toutes les grandes universités québécoises sont membres. Il y a de mes collègues à l'Université de Sherbrooke qui sont membres de ça. Là. Eux proposent un outil de gestion et les mots-clés sont à la fin. Là. On considère dans notre planification budgétaire l'ensemble des risques, des coûts passés, présents et futurs. Donc ici, la différence avec un budget traditionnel, c'est sur une seule année. On équilibre notre budget cette année. Ici, c'est un budget intertemporel. Donc, le passé, le présent, mais le futur. On tient compte de tout.
Ici, c'est un peu comme un budget personnel, là, où je me situe cette année, je regarde avec mon épouse qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui s'en vient. Elle veut retourner aux études. On a des enfants qui s'en vont à l'université. L'auto est à changer dans 2 ans. Oh, les fenêtres. Les fenêtres, c'est dans 4-5 ans, il faut faire ça, la toiture. Bien, dans notre budgétisation de cette année, il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ce qui s'en vient, tout ce qui est possible, puis peut-être des imprévus. Peut-être qu'il y aura quelque chose. L'eau dans le sous-sol. Ça ressemble aux inondations, là. C'est un petit clin d'œil. Et cet outil-là de budgétisation, il est basé sur l'imputabilité, la transparence puis la responsabilité. C'est des éléments importants. Donc ici, pour réussir un budget structurellement équilibré et durable, ici, sur cette page-là, c'est des choses qui seront éventuellement à faire. On ne travaillera pas sur ces éléments-là. Sur la page suivante, on va travailler, mais je pense qu'il faut les énumérer quand même. Donc, avoir une planification stratégique intégrée et décennale. Ici, là, c'est 10 ans, ça. Et dans certaines des travaux que vous devez faire, c'est de planifier pour 50 ans. De faire des projections, de dire, oui, si on continue comme ça, là, dans 50 ans, où est-ce qu'on va être? Pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 50 ans. Mais de façon plus systématique, au moins 10 ans. Avoir un plan financier quinquennal, structurellement équilibré et durable. Ça revient souvent, ça, hein? Structurellement équilibré et durable. Les 3 mots. Structurel, il faut que ça soit dans la structure, équilibré puis durable. Donc, il faut que ça soit revisé annuellement. Plan quinquennal, mais revu sur une base annuelle. Processus de contrôle et d'évaluation des résultats et de la performance. Il faut se mesurer, il faut s'évaluer, se fixer des objectifs, puis après ça, s'assurer qu'on les rencontre, ces objectifs-là. Avoir une politique d'évaluation et de gestion des risques intégrée au processus budgétaire. Ça, c'est un des éléments qui s'en vient probablement en 2021, là, l'étude des risques. Il y a des risques, comment on les mesure, puis comment on s'organise pour bien les gérer. Avoir une politique de vérification diligente et triennale des actifs, des passifs, y compris les évaluations actuarielles des régimes de retraite. Ici, ça fait un peu curieux. La réglementation des régimes de retraite, je connais un peu plus les régimes de retraite, là, c'est mon domaine d'expertise, en plus de la finance. De façon régulière, périodique, la réglementation nous force à faire des évaluations de notre régime de retraite. Pour les actifs, qui est un patrimoine, on devrait avoir la même chose. À tous les 3 ans, faire une évaluation de notre portefeuille d'actifs. Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il y a des risques? Donc, comme les régimes de retraite. Mais ça, il faut s'auto-réglementer parce qu'il n'y a pas de réglementation. Retraite Québec ne surveille pas les actifs des villes. Peut-être que le ministère le fera éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais il devrait peut-être y en avoir. Donc, celle-là, on va s'y attarder un peu plus dans les prochaines pages, dans les prochaines minutes, puis dans les prochaines semaines aussi. Donc, avoir une politique pour encadrer le niveau de la dette. Ça, on travaille là-dessus, là. On avait travaillé sur la gestion de la dette à l'automne. On devrait revenir avec un projet de politique de gestion de la dette, donc avec des cibles, puis qu'est-ce qu'on fait. Avoir une politique d'utilisation des surplus. Ça, on va en parler. Avoir un fonds de prévoyance. Quand on parle de résilience, il faut avoir des réserves. Donc, je reviens à mon exemple de tantôt, mon budget personnel avec ma conjointe. Si on n'a pas de réserve et qu'il arrive un mini-désastre, un imprévu, bien, l'auto, ou ce qui m'est arrivé aujourd'hui, là, ça ne m'est pas arrivé à Sherbrooke, là, mais j'ai pris un nid de poule puis j'ai un pneu que je dois changer. On n'a pas ça en ville. Mais peut-être qu'il n'y en a pas ici, je ne le sais pas. C'est un nid de poule à Montréal. J'ai changé 3 autres. Donc, j'ai un petit peu de réserve, je suis correct, mais il y a certaines personnes, ça serait arrivé à ma fille, puis elle serait venue voir papa, puis elle dit, papa, j'ai un problème avec ça. Attention, c'est à l'écoute. Donc, son fonds de prévoyance, vous l'avez en avant de vous. Donc, avoir un fonds de prévoyance, établir une stratégie de réduction du déficit d'entretien des actifs. Je parlais tantôt de bilan
d'études, pas actuarielles, mais d'un bilan de situation des actifs. Certains départements à la ville ont fait ça, puis il y a des déficits. On est en retard. Il y a des toits qui auraient dû être changés. Il y a des éléments comme ça, et on est en retard là-dessus. Puis adopter une budgétisation tant en fonctionnement qu'en immobilisation basée sur le cycle de vie des actifs. Quand je disais 50 ans tantôt, on a des actifs qui durent 50 ans, qui durent plus que 50 ans. Donc, il faut penser à très long terme quand on fait de la budgétisation. Donc, quelques constatations. Ce qu'on a fait quand on étudiait la gestion de la dette, là, le niveau de la dette, puis on avait établi une note de crédit approximative, ce qu'on pensait que Moody's donnerait à la ville de Sherbrooke. On s'est rendu compte, à travers cette analyse-là, que la ville de Sherbrooke n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle n'est pas en mauvaise situation, mais elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, elle devrait avoir plus de marge de manœuvre. Puis ça, ce n'est pas nous qui le disons. Selon le rapport de la vérificatrice, vérificatrice générale en 2018, il y a des déficits importants simplement pour maintenir nos actifs dans un état raisonnable. Donc ici, on a le ratio de surplus d'exploitation. C'est une moyenne 5 ans. C'est au 31 décembre 2018. La situation n'a pas beaucoup changé en 2019. Vous avez les 10 grandes villes québécoises auxquelles on se compare. Certaines sont plus comparables que d'autres, mais c'est les 10 comparables que nous avions utilisés dans l'étude sur la gestion de la dette et qui reviennent ici. Et d'ailleurs, c'est tiré de cette étude-là. Et vous voyez ici, il y a 2 points. Tous les points sont importants, mais les 2 qui sont plus importants pour nous autres, c'est ceux de Sherbrooke. Donc, il y a le moins 8,2 qui est dans le bas, qui est la situation de Sherbrooke si on n'avait pas Hydro-Sherbrooke. Donc, on est en déficit de 8,2 %. Nous étions en déficit de 8,2 % au cours des 5 années se terminant le 31 décembre 2018. Avec Hydro, on est à 1,2, c'est le point orange juste en haut de la ligne. Et donc, les activités municipales seulement, on est en déficit. Donc, heureusement qu'Hydro est là. Les budgets qui sont adoptés annuellement, toujours dans les constatations, là, ne tiennent pas compte systématiquement du coût d'entretien des actifs ni du coût de renouvellement des actifs. Donc, je parlais tantôt là, de changer les fenêtres de la maison, la toiture qui va être due dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut planifier ça dans les budgets. Les conséquences, c'est qu'on manque de ressources financières pour tout faire ce qu'on a à faire, puis on prend du retard dans les entretiens requis. Il y a un déficit de maintien des actifs. Ici, on n'est pas les seuls, là. La semaine dernière, HEC Montréal publiait une étude, puis vous pouvez la trouver facilement. Là, ils en ont parlé dans la presse plus ce week-end, je pense, ou en tout cas quelque part récemment. Et au niveau du gouvernement provincial, le déficit se compte par milliards, des dizaines de milliards. Déficit d'entretien des actifs. On a énormément, comme collectivité, énormément d'argent à remettre dans nos actifs juste pour les maintenir là où ils devraient être. Donc, l'image qu'on a pour Sherbrooke, c'est une image partielle. Vous avez 3 départements ici qui ont donné des estimés. Donc, Aqueduc et Égout, 69 millions de déficit d'entretien, bâtiment 25, véhicules et équipements 3 millions pour un total de 97 millions de déficit. Ça peut sembler énorme. En absolu, c'est énorme, mais sur la totalité des actifs de la ville, c'est quand même pas monstrueux non plus. Mais il y a un déficit. Le montant total, les actifs, on compte à combien? On disait 2 milliards environ, là, dépendamment autour de 2 milliards. Plus ou moins, là, on est dans les chiffres grossiers. Là. Ce qu'on sait actuellement aussi, c'est qu'au niveau des coûts, bien que le montant ne soit pas rapporté ici, on a une bonne idée aussi là, du manque à gagner aussi là, qui s'ajoute à celui-là. Je ne voudrais pas dire de chiffres parce que justement, on ne l'a pas mis là parce qu'il y avait comme pas, on n'avait pas de rapport formel, mais on va le renchérir là, dès qu'on va pouvoir l'avoir. Okay, merci. Ce chiffre-là, ça inclut tout. Hein? C'est pas des choses qu'il faut que soient faites dans 10 ans ou dans 5 ans. Il y a des urgences, puis il y a des choses qui sont faites à plus long terme. Ça inclut tout, ça. Là. En fait, le déficit de maintien d'actifs, c'est que c'est une voiture en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas de demain qui va à l'avant. Ils
la photo. Bon, est-ce que le toit court? Ben oui. On va pas l'entretenir. On ne peut pas dire si on n'est pas en prévention quand on parle. C'est des choses sur lesquelles on doit intervenir dès maintenant. Monsieur Picard, en complément. Ça, en fait, ce n'est pas les choses qu'on aurait besoin de faire dans 5 ans. C'est vraiment les choses qu'on doit faire maintenant. C'est de l'argent qu'il faudrait mettre maintenant pour revenir à un entretien normal. Alors, ce n'est pas les entretiens qu'on aurait à faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est maintenant. Des choses qu'on aurait peut-être dû faire il y a quelques années. Mais ici, l'idée, là, c'est pas de dire c'est 97 ou 98 millions ou 104 millions. L'important, c'est de dire il y a beaucoup d'argent à mettre, puis on est en retard. Il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Est-ce que Parce c'est normal que que c'est vous ça ayez qu'il faut. sauté des diapos? On n'a pas sauté. Non. Non? Sauté aucune. La page 7, là, c'est... Ah, Excusez, c'est moi qui étais dans l'une. Vous retardez le groupe, madame. Oui, désolée. Baudin. Est-ce qu'on... OK, on est à la page 10, tout le monde? Oui. Ben, 9, là. Monsieur Neuf, là, Gênes? ouais, moi, je suis à la pourrait page juste neuf. le montant d'actifs encore, c'était quoi? C'est quoi donc? On dit autour de 2 milliards. Mais là, ici, 2 milliards. il y a les valeurs comptables, il y a les valeurs marchandes, valeurs économiques. Tout ça, là, ça peut se mélanger. Donc, ici, l'important, c'est valeurs juste de comptables. dire on a sur ces trois-là 100 millions de déficit sur quelque chose qui est autour de 2 milliards. OK, merci. Mais il faut faire attention, là, on est dans l'approximatif ici. Oui. C'est pas, ça n'a pas été audité, comme on dit. Donc ici, c'est un tableau, une constatation qui est plus une illustration, je dirais, là, où on a 3 façons de payer nos actifs. Dans le milieu, 67 millions, je paye comptant, ça me coûte 67 millions. En bas complètement, c'est si j'ai accumulé l'argent au fil des années pour me payer le bien de 67 millions, bien, il me revient à 61,5. Puis si j'emprunte, bien, il me revient à 73,5. Donc, ça coûte plus cher quand j'emprunte, ou si je paye comptant, ou si j'ai accumulé l'argent. Et le problème, c'est qu'on voudrait tous passer, puis on le verra tantôt, là, on est surtout, nous, dans la case du haut, là, on emprunte, on voudrait passer dans le bas. Mais je ne peux pas passer dans le bas sans faire des sacrifices un peu. Ça serait facile de dire, ah, ben on va aller en bas, ça coûte moins cher. Oui, mais il faut passer, il y a une transition pour se rendre en bas. L'objectif, nous, on pense, c'est de s'en aller une proportion plus en bas qu'en haut, puis peut-être équilibrer tout ça, là, pas juste en bas, mais en faire plus par le bas, puis au moins dans le milieu. Mais il y aura des sacrifices à faire. Ce qu'on fait actuellement, et ça, c'est tiré du budget. Donc, tiré du budget. Vous avez ici la répartition du financement des investissements. 85,1, le vert pâle, là, ça, c'est de l'endettement. On pourrait dire que fonds de roulement, c'est, puis là, j'ai eu des discussions là, avec Nathalie et Samuel, c'est peut-être du quasi-comptant, ça. Mais encore là, on pourrait argumenter. Il y a 3,1 qui est comptant, puis il y a un 8,9 qui est questionnable. Ça fait au total 14 %. C'est très peu. Vous allez voir tantôt des chiffres ailleurs, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il faudrait mieux équilibrer cette tarte-là. On ne dit pas, puis on ne recommandera pas d'aller à 100 % payé comptant, mais peut-être augmenter un peu la partie comptante, la faire partir de 14 %, puis peut-être l'augmenter un peu, graduellement. Ici, on a une citation de mon collègue Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke, qui est spécialiste en fiscalité. Là. Je ne la lirai pas, mais ce qu'il dit, est-ce que nos pratiques actuelles sont soutenables? Puis la question qui se pose, c'est est-ce que nos enfants, est-ce que les gens qui naissent actuellement en 2018, 2019, 2020 vont avoir les mêmes services que nous, avec les mêmes niveaux de dette et avec les mêmes taxes, avec les mêmes impôts à payer? Si on ne peut pas répondre oui à ça, c'est pas juste pour eux autres. C'est pas équitable. Puis quand je disais tantôt qu'il faut faire des projections sur 50 ans, c'est la seule façon de m'assurer
que je sois équitable, c'est de dire, si on continue comme ça pendant 50 ans, où est-ce qu'on va être? Est-ce que notre taux d'endettement qui est à 104, 103, 104 actuellement, donc 104 est-ce qu'il va rester à 104 ou il s'en va à 150? S'il s'en va à 150, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc, c'est une pensée à long terme. C'est vraiment ça, ici, qui est important. Donc, les propositions, mieux encadrer la gestion des surplus, puis mieux encadrer la gestion des actifs. À l'automne, on a parlé de la gestion de la dette. Bien là, on parle de gestion des surplus, puis encadrer les actifs. Gestion des surplus. Créer une marge de manœuvre suffisante pour absorber les répercussions d'événements inattendus sur les revenus et les dépenses en cours d'année. Il faut prévoir qu'il y aura des imprévus. Un peu bizarre comme définition, mais c'est ça la réalité. Donc, il faut se prémunir parce qu'il y aura des imprévus. Puis ça peut aussi permettre le lissage des taxes en cas d'une problématique non récurrente dans le cadre du processus budgétaire. Donc, il arrive quelque chose dans le budget, c'est une décision qui est prise, là, ce n'est pas un événement imprévu, on a quelque chose à financer. Si on a une réserve, on peut étaler ça sur plusieurs années parce qu'on peut absorber une partie avec la réserve, avec nos surplus accumulés. Gestion des actifs, dédier une plus grande proportion du budget de fonctionnement à la gestion des actifs. Pour faire quoi? Réduire le déficit de maintien des actifs. On en a parlé tantôt. Il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait parce qu'on gérait peut-être dans une perspective annuelle. Puis l'autre élément, c'est de réduire à long terme l'utilisation de la dette. Et si on réduit l'utilisation de la dette, on se dégage de la marge de manœuvre. On est à 104 d'endettement. Si on descend à 80 on aura de la marge de manœuvre. On pourra remonter à 90 s'il arrive quelque chose. En autant, bien sûr, qu'il n'y ait pas le montant des investissements qu'on a fait. Donc, ça, il faut être bien conscient de ça. Je vais vous donner un exemple de ce que vous voulez dire. Ben, si, Un exemple fictif, là. Un exemple fictif. si je prends un exemple personnel, vous avez Peut-être juste parler dans le micro parce que sinon, les gens sur la vidéo, ils ne vous entendront pas. Donc, si on prend un exemple dans notre vie personnelle, par exemple, si on a accumulé 25 000 $ pour s'acheter une maison, assurément, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si on paye, puis admettons que notre maison vaut, admettons, 250 000, donc on paye 50 000 sur le 250 000, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, le fait d'en payer une portion comptant, ça va nous aider. C'est-à-dire qu'on va avoir une moins grosse dette, puis en bout de ligne, notre maison, une fois qu'on va avoir payé tout le capital et l'intérêt, va nous avoir coûté moins cher que si on avait emprunté la somme totale de 250 000. Maintenant, si je dis « j'ai accumulé 50 000 », oh, super, je vais m'acheter une maison de 300 000. On vient de rien gagner, là. Dans le sens où il ne faut pas modifier notre comportement de l'investissement qu'on veut faire en fonction de l'argent qu'on a mis de côté. Là, le but, c'est justement de réduire l'endettement. Si j'augmente le montant de la maison que je veux m'acheter puis que je veux monter le montant, bien à ce moment-là, j'ai l'effet, je viens d'annuler tout simplement des effets positifs d'avoir mis le 25 000 $ de côté. Donc, à titre d'exemple, on part un autre projet Well Sud, ailleurs, on fait un autre projet parce qu'on sait que c'est rentable à long terme, mais là, on tombe dans quelque chose qu'on ne veut pas. C'est là qu'il faut se limiter. Écoutez, là, je ne veux pas partir le débat des investissements en développement économique, mais si on prend, par exemple, un actif qu'on a déjà puis qu'on veut le maintenir, bien, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas s'acheter 10 camions de plus. Je veux pas donner l'exemple d'un projet de développement économique parce qu'effectivement, là, on le regarde de façon simple, mais c'est beaucoup plus. La réalité est beaucoup plus complexe parce qu'évidemment, on peut avoir un débat à savoir est-ce qu'un projet comme Well Sud va générer des revenus et est rentable ou pas. Là. Mais on n'est pas dans ce débat-là là, actuellement. Il y a des éléments qui est bien clair dans ce que Nathalie disait puis qui ressort puis qu'on n'a pas. Je ne me souviens pas d'avoir mentionné ce mot-là, mais c'est un mot hyper important dans ce qu'on s'apprête à faire. C'est le mot discipline.
il faut avoir de la discipline. Parce que si on dégage la marge de manœuvre puis on fait autre chose avec, c'est peine perdue. Là, on a manqué notre coup. Là. Il faut se discipliner. Donc, on va prendre des exemples de ce qui s'est fait ailleurs. Certains ont commencé à appliquer des principes comme celui-là au niveau de la gestion des actifs. Trois villes qui ont eu des approches un peu différentes. En tout cas, Gatineau et Québec ont eu des approches différentes. Montréal, c'est plus le résultat qu'on voulait vous montrer. Ils ont montré leur tarte versus la nôtre. Tantôt, on a vu, là, 14 % nous autres est payé à simili-comptant là, ou au comptant, puis 85 % d'endettement. Vous allez voir que Montréal, ils ont fait du chemin pas mal. Donc, Gatineau, ce qu'ils ont fait, ils ont dédié une taxe. Puis si on le voit, là, la première année, c'est 2012, 1 %, 3 200 000. Puis à chaque année, donc les 7 premières années, il y avait 1 % de l'augmentation de taxes. Donc, je ne sais pas s'il augmentait de 2 normalement, on va augmenter de 3. Puis là, 1 % il va pour les actifs. L'année suivante, on aura augmenté de 1. Non, on augmente de 2 parce qu'il y a 1 % qui est dédié pour les actifs. Puis donc, les 7 premières années à 1, après ça, 3 années à 0,5, puis là, on revient à 1 pour la 11e année. Ce que ça fait, c'est que en 2019, ils sont rendus à 36 millions payés comptants, puis au total, 148,7 millions de payés comptants durant l'ensemble de ce qui a été fait. Et ils ont passé leur ratio d'endettement en 2013 de 96 % à 65 % en 2018. Il y avait une dette de 560 millions en 2013. Ils ont maintenant une dette de 469 millions. Donc, ils ont plus d'actifs, moins de dettes qu'avant. Donc, ils se sont donné de la marge de manœuvre. Une marge de manœuvre qui n'est pas arrivée comme ça en criant à ciseaux. Là, ça s'est fait au fil des années. Québec, ils n'ont pas de taxes dédiées, mais dans leur budget, ils ont prévu des augmentations à chaque année. Cette année-là, dans cette année-là, en 2018, non, c'est le budget de 2020, une augmentation de 15 millions, puis ils seront rendus à 175 millions d'achats au comptant en 2022. Ça fait déjà 923,5 millions qu'ils ont acheté au comptant depuis qu'ils ont mis en place ce processus-là, cette discipline-là. Avez-vous leur pourcentage d'endettement? Non, on l'a peut-être. On l'avait dans l'étude de la dette, mais je ne l'ai pas ici. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans le cas de Québec, initialement, il y avait un ratio de service de la dette qui était au-dessus de 20 %. Si vous vous rappelez, c'est la limite qu'on a, en parenthèse, proposée pour notre politique. Et ils ont descendu autour de 15 ou 16 % là. Ils ont quand même diminué énormément. Et leur dette est passée d'approximativement 1,6 milliard. Ils prévoient descendre à 1,5 autour de l'an prochain. Donc, ils ont quand même, eux aussi, éliminé 100 millions de dettes, mais à l'échelle d'une ville comme Québec, avec un PTI de quelques milliards, c'est quand même quelque chose. Puis eux autres, c'est depuis 2018? Non, ça date d'avant. Ce cadre financier-là date de 2009. OK. Ils ont commencé par après, là, mais ça date de 2009. Mais quand on jumelle les deux, justement, le retard sur nos immobilisations, en plus, l'endettement, vous parlez d'environ 1 % certains ont dédié pour payer leurs dettes. En plus, le déficit sur les équipements, on jumelle ça ensemble, on va y parler. On parle souvent que dans un monde idéal, c'est 2 % du parc immobilier qu'on devrait investir. Avec le rattrapage qu'on a actuellement, c'est environ 3-4 % sûrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain avec un 5 % d'augmentation, en plus des coûts qui sont indexés. C'est de là que il faut y avoir une discipline, puis la lycée, vous avez parlé de lissement, selon moi, il faut que ça soit lissé sur une orientation peut-être sur 10 ans, ces choses-là. Là. Puis, dans le fond, on verra les solutions qu'on adoptera. L'important, c'est un peu, je vais faire une aparté avec quand on est jeune, puis qu'on n'a pas vraiment d'argent qu'on peut mettre de côté, mais tout le monde nous dit, il faut que tu en mettes parce que l'argent que tu mets de côté aujourd'hui, elle va te profiter, puis elle va être très rentable quand tu vas être rendu à ta retraite. Fait que même quand tu as 20 ans puis que tu mets 500 $, bien,
Dans le fond, c'est un objectif réaliste pour un étudiant, mais c'est la même chose. Nous, comme ville, on se doit de déterminer quel est l'objectif réaliste qu'on va pouvoir soutenir. Parce que si je suis étudiant, puis vous me dites, il faut que tu places 20 000 par année, c'est un objectif qui est inatteignable. Alors, l'important, après, ça va être de se déterminer, nous, comme ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ça. Et moi, ce que je pense, c'est que chaque petit geste sera bénéfique dans une certaine mesure, parce que l'important, c'est de commencer à adopter cette culture-là en termes de gestion et de gouvernance financière. On a une corrélation à faire bien des fois, là. Malgré le fait qu'on est subventionné à 10 ou à 80 ou 90 de faire l'acquisition d'un bien, veut pas, ça nous engage au point de vue financier à rembourser, puis aussi par rapport à l'opération. Parce que veut pas, avec l'ensemble du parc immobilier qu'on a, ou le parc d'équipement, ça crée une pression additionnelle. Ça prend plus de mécaniciens, plus d'équipements, ces choses-là, qui font en sorte que les deux en même temps. Mais ça fait partie d'un budget structurellement équilibré et durable. De voir tout ça. Je dirais que Québec, Montréal et Gatineau, eux aussi, ils en ont un. Alors, l'important, c'est d'adopter certaines mesures à la hauteur de ce qu'on est capable de faire pour changer ces comportements. Mais certaines villes ils ont été beaucoup plus agressifs que nous autres. Parce que dans certaines villes, parce que quand on achète une maison, une propriété, on a des frais De bienvenue. travaux permanents. Les travaux permanents, veut pas, ça a une durée de vie. On les paye en considérant que c'est fini pour le restant de nos jours. Mais ces travaux-là sont à refaire. Je sais que c'est pas quelque chose que personne ne va vouloir mettre dans son programme électoral, là, mais il y a certaines villes qui rechargent les travaux permanents après 25 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que c'est quand même politiquement parlant, puis économiquement parlant, parce que quand on cogne à la porte chez vous et on dit qu'on refait ta rue, au point de vue budgétaire, ça ne veut pas dire que ça donne à tout le monde, cette année-là, qu'on la refasse. Il y a un des principes dont on vient de discuter un petit peu, là. C'est l'exemple que je donne souvent, là, c'est une fusée qu'on lance. Si on la lance avec 1 degré de différence, avec le temps et la distance, ça fait une énorme différence sur l'endroit où va aller ma fusée. L'important, c'est de bien l'aligner. Puis l'autre exemple qu'on donnait, puis on l'a donné au comité de performance organisationnelle, que j'appelle le CPO. Ah, c'est bon. Et c'est Samuel, le poids de Samuel a fait l'objet de... et quand on prend des résolutions du Nouvel An, c'est ça, je cherchais le mot résolution, il faut prendre des résolutions qu'on va être capable de maintenir. Si je prends des résolutions trop grandes, ça va durer 1 mois, puis je n'aurai rien pour montrer comme résultat. Alors que si je prends une résolution atteignable, que je suis capable de maintenir, le temps va faire son œuvre. Donc ici, ça prend une combinaison, quelque chose d'assez important pour avoir un impact, mais pas trop important pour que dans 6 mois, on dise « Ah, moi, là, je suis tanné de ça. » Et on cherche encore avec Samuel, qu'est-ce qu'on va trouver. Et finalement, Montréal, regardez la tarte. Montréal, dans le bas, en turquoise, 29,8 maintenant, les actifs sont payés comptant. Ils n'étaient pas là, il y a 10 ans, là, eux autres. Et eux aussi ont choisi un peu, tout comme Québec, d'augmenter les paiements au comptant. Puis on voit un peu, là, par exemple, en 2018, c'était une hausse de 40 millions. Et ensuite de ça, c'est 80 millions de plus qu'ils ont ajouté au budget là, pour les budgets de 2019 et de 2020. Puis en 2020, ils sont rendus à 480 millions payés comptant. Donc, les prochaines étapes, réfléchir aux stratégies à privilégier pour corriger la situation, pour changer le cap un peu. Puis après ça, laisser le temps faire son œuvre, mais il faut changer le cap. Ça, c'est la première étape. Si on ne change pas le cap, on va arriver au même endroit. Ensuite, voir à la rédaction et à l'adoption des politiques sur la gestion des surplus et la gestion des actifs.
développer une culture organisationnelle de gestion des actifs à long terme, donc penser long terme, une pensée long terme. Puis après ça, mise en place d'un plan de communication pour informer la population des actions que vous aurez décidé de prendre. Merci. Des questions d'éclaircissement, de compréhension. Monsieur Picard? Je voudrais juste faire Oui. un commentaire qui complète ce que Nathalie a dit tantôt. Puis, quand on regarde à Montréal, qui augmente de 80 millions leur payé comptant, il faut retenir que ce n'est pas pour en dépenser plus. C'est important si on veut faire de la gestion d'actifs et de déficit. L'idée, c'est pas de dire je vais en mettre plus pour dans le comptant pour en faire plus. Fait qu'il va falloir trouver notre équilibre pour déterminer quelle est la capacité de BI que la ville de Sherbrooke peut se permettre en fonction que ça vienne donner un taux X de taxation qui apparaît acceptable là-dedans. Puis ça, c'est un exercice qu'il y aura à faire. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas dans le but de faire plus de BI. Oui, Monsieur Lachance? Oui, alors, moi, je suis confortable avec tout ce que vous nous mentionnez ce soir. Là. Je pense que oui. Je pense qu'il faut se donner une vision à long terme, puis avoir des meilleurs coussins, puis s'en aller sur du plus de payés comptant. Je suis là. Mais ce que je me questionne, c'est est-ce que ça ne nous détourne pas un petit peu du vrai problème à quelque part? Où, moi, je regarde, puis je regarde l'augmentation des dépenses, de nos dépenses d'opération. J'ai l'impression qu'on dépense au-delà de nos moyens. Puis, tu sais, quand on veut refaire un budget, à un moment donné, c'est de dire, bien, regarde, si tu dépenserais selon tes moyens, là, ça va t'aider à te mettre de l'argent de côté, puis à avoir. Alors, puis, je l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, là. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu martien. Quand on parle de... Je regardais voir la croissance de nos dépenses, puis je remontais à 2001, je reviens avec ça, et on regarde la croissance, on ajoute la croissance de la population, on ajoute l'inflation, ben on devrait être à 237 millions de dépenses d'opération. On est à 337 millions. C'est 100 millions de plus là, chaque année qui sort. Alors, ces 100 millions-là, imaginez si on l'aurait pour mettre dans nos actifs, à quoi ça ressemblerait. Et ça, on dirait qu'on n'a pas la capacité de contrôler ça. C'est d'au-delà de nos capacités. Puis tu sais, à travers les... moi, j'ai été là, puis j'ai été là depuis tout ce temps-là, fait que je fais partie du problème, là. Alors, mais est-ce qu'on est capable de mater pour arriver à un niveau de dépenses qui ressemblerait au niveau de l'inflation, plus, bien sûr, la croissance, là, c'est normal. Je pense qu'il y a une grande variable qui est aussi le niveau de service. Puis, je demanderais tout simplement, c'est est-ce que, justement, les hausses de dépenses, ou bon, il y en a certainement qui sont dues aussi au niveau de service. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, un citoyen, lors de la préparation du budget, lors de la présentation de l'adoption du budget, nous a dit, parce que dans certains discours, on disait, bien, vous ne voulez pas qu'on revise le niveau de service, et le citoyen est venu dire, oui, on est d'accord pour reviser le niveau de service. Fait que c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir faire à certains égards. Peut-être que par le passé, puis je ne le sais pas là, mais est-ce qu'on s'est toujours questionné à savoir si on n'en ajoutait pas? Mais il faudrait peut-être se questionner à savoir est-ce que tous les services aussi sont encore justifiés et est-ce qu'on a les moyens de se payer tous ces services-là? Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi la question. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer, puis c'est un des principes de bonne gouvernance, hein, de contrôler les résultats, d'améliorer la reddition de comptes. Je ne vous dis pas qu'on on a une note parfaite de 100 %. Je pense que oui, il y a de la place à l'amélioration à cet égard-là, mais aussi il va peut-être falloir assurément re-questionner certains éléments. Oui, monsieur. Pour peut-être juste complémenter aussi ce que Nathalie mentionne, une des dépenses les plus importantes du budget, c'est le remboursement de la dette. Donc, si on vient à mesure d'en payer une petite partie supplémentaire comptant et qu'on s'endette une petite affaire moins, ça ne paraît pas, mais ça peut descendre quand même un peu plus rapidement. C'est de la marge de manœuvre qu'on peut se donner justement pour peut-être équilibrer plus facilement les choses. Donc, effectivement, ça peut faire
partie d'un des éléments de solution là, à ce niveau-là. Je suis d'accord avec ça, mais peut-être que l'addition de services compte peut-être pour une partie, dans mon 100 millions, peut-être une certaine partie, mais je ne pense pas que c'est la majorité de notre augmentation des dépenses qui vient de là. Mais il y en a une, je vous le consens. Madame Annie Godbout. Oui, en fait, ça allait un peu dans le même sens que Julien. C'est sûr qu'on parle de flexibilité financière, puis de l'information qu'on n'a pas, c'est au niveau de la flexibilité financière dans les services qu'on a aux citoyens. Il me semble qu'à un certain moment donné, on avait eu un balisage qui était fait, je pense aussi par HEC Montréal, sur le coût des services, que ce soit déneigement, entretien, en fait, il y avait différents services, là. Ça, c'est une étude qu'on n'a pas vue depuis longtemps là, à Sherbrooke. Fait que peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en parallèle là, pour voir. C'est sûr qu'on a beaucoup d'étalement à Sherbrooke. Là. Le territoire est très, très grand par rapport à d'autres. Ce qui fait que ça augmente nos coûts, là, mais ça serait peut-être intéressant aussi d'avoir ce type d'information, ce type de données-là, parce que plus on va avoir de la donnée, plus ça va être facile de prendre des décisions éclairées. D'abord, je voulais vous dire aussi que j'apprécie énormément l'exercice, puis je remercie vraiment le comité de gouvernance de nous... CPO. Le CPO, oui, c'est ça, le CPO, de nous faire ce type de présentation-là plusieurs mois avant une adoption de budget et aussi la faire publiquement. Là, je veux dire que j'apprécie énormément. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Je salue ça haut et fort. Maintenant, moi, la donnée là, qui me chatouille vraiment beaucoup, c'est par rapport au surplus, en fait, au ratio là, de surplus d'exploitation. Si on n'avait pas Hydro, là, on serait à moins 8,2 %. C'est extrêmement préoccupant parce qu'on se dit qu'on paye notre pain et notre beurre avec des revenus qui sont incertains parce que dans les faits, on est assez certain de ce que peut générer comme revenu Hydro, mais si on pouvait servir justement davantage de ces revenus-là pour payer les surplus accumulés à Hydro, pour payer nos actifs ou bien nos projets de développement économique. Je ne sais pas si c'est des objectifs qu'on va vouloir se fixer, mais c'est difficile à comprendre qu'il y a plusieurs autres villes qui n'ont pas cet outil-là puis qui sont capables d'offrir un service adéquat à la population. Il y a un décalage là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien saisir, là. Mais Monsieur Picard. Il faut rappeler peut-être une chose. Allez-y, Madame Lapierre. Dans le fond, c'est que, je vous rappelle, une donnée budgétaire qu'on a présentée lors de l'adoption du budget 2020, c'est que Sherbrooke a la charge fiscale la plus basse. Exact. Parmi les grandes villes. Aussi, donc, ça, c'est important. le ratio de dépenses per capita aussi, j'aimerais qu'on se le rappelle. Tout à fait. Mais il faut le redire, là. Oui, exactement. Je l'étais noté, donc elle me devance. Il faut faire attention, là, parce que, tu sais, là, le but, c'est de faire un constat, mais comme je disais un peu tout à l'heure, le constat, tu sais, il est plus complexe, là. C'est pas une seule variable, il est multivariable, et celle-là en est une, c'est-à-dire que présentement, à Sherbrooke, les citoyens, ce sont eux, au Québec, qui payent le moins cher par unité de logement pour une unité d'habitation, en vertu de toutes les 10 grandes villes au Québec. C'est ça, mais je ne sais pas à quel point c'est compris, là. Ça, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on augmente les taxes, là, on se le fait dire, là, aussi, hein? Puis c'est comprenable parce que, bon, on est chanceux, on a Hydro. Donc, par le passé, il y a eu un mécanisme, là, je n'étais pas là à l'origine, mais on a utilisé les profits. Puis là, bien, après ça, on s'est habitué à vivre avec ces profits-là. Mais ça ne demeure pas moins qu'on a la charge fiscale et je pense qu'elle s'explique carrément par le fait qu'on a Hydro. On avait Hydro. Dernière petite préoccupation, c'est juste que dans les priorités que vous nous donnez, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est toute la planification long terme, là, budgétaire, puis vous ne l'avez pas mis vraiment dans les priorités, vraiment. Là, vous parlez de gestion d'actifs puis gestion de surplus. Est-ce que cette nouvelle culture-là d'être davantage orientée objectif, puis d'avoir une planification plus long terme budgétaire, est-ce que dès cette année, on va voir ces changements-là? Bien, tout à fait. En fait, on a toujours effectué une planification sur 4 ans. La seule chose, c'est qu'une planification, elle est aussi bonne que les hypothèses qui la constituent. Fait que si on n'est pas d'accord à adopter certains principes à l'égard de la gestion des surplus, si on n'est pas d'accord à adopter certains principes à l'égard de la gestion des actifs, ma planification financière, elle ne voudra pas rien. Alors, c'est important de s'entendre sur certains principes
avant même qu'on parle de planification long terme. Parce que, justement, la planification long terme, c'est de permettre de voir où on s'en va. Et celle-ci va être bonne que si on s'entend sur où est-ce qu'on peut aller et comment on s'y rend. Et surtout qu'on le maintient. Effectivement. Peut-être, si je peux compléter, ce qu'on voit ce soir, c'est juste une partie du puzzle qui va nous permettre de faire l'ensemble de notre planification financière. En fait, ce soir, c'est la réflexion, savoir est-ce qu'on veut s'occuper du long terme. C'est cette préoccupation-là ce soir. Là. Il y a d'autres aspects qu'on va avoir à gérer. Et c'est vrai qu'il faut aussi regarder nos budgets d'opération, puis est-ce qu'on peut améliorer des choses, etc. Est-ce qu'on peut se payer tous les services qu'on offre? Il y a d'autres réflexions à avoir à d'autres niveaux, mais ça fait partie d'un exercice complexe. Là. Un autre élément, la gestion des risques, M. Lavallée mentionnait dans les bons principes de gouvernance, bien, on n'en faisait pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'études détaillées ici. Fait que, bien, celui-là, bien, on l'intégrera à la planification financière au moment où on sera prêt. Mais comme on disait, mieux vaut adopter des bonnes pratiques à l'égard de certains principes dès maintenant plutôt que d'attendre de voir le cadre complet, là, parce que, évidemment, c'est complexe, ce n'est pas des petits dossiers. Puis l'important, c'est qu'on chemine tous ensemble vers une direction que vous aurez donnée. Merci. Monsieur Dardeneau. Merci beaucoup, Mme la Présidente. De parler de planification budgétaire décennale, je pense que c'est le plus intéressant. La semaine dernière, justement, au Conseil, on adoptait certains projets, puis ça, je disais qu'on manquait justement notre vision quinquennale, on a de la misère à la voir. Puis si on regarde l'ensemble des projets qu'on a annoncés dernièrement, et on fait juste reculer au jour 1 de Well Sud, puis après ça, on avait Grande Fourche, puis on a rajouté plusieurs projets, de prendre cette réflexion, puis j'ai un rendez-vous avec vous cette semaine, c'était justement de discuter de tout ça, parce que veut pas, transposer souvent dans une vie familiale ou quoi que ce soit, mais quand le taux est fini de payer, là, tu penses à autre chose. Tu sais qu'elle va être encore bonne. Moi, je pense d'avoir justement le portrait d'ensemble de nos engagements financiers majeurs, puis se dire, bon, il faut étirer la vie utile de celui-là parce qu'il va y avoir une fenêtre dans X nombre d'années. Pas, on a un programme de subvention, puis on va le changer tout de suite. Donc, c'est ce genre de comportement-là qu'on doit se donner, puis malheureusement, il va falloir faire comprendre aussi aux citoyens, on ne peut pas tout avoir non plus. On ne peut pas avoir le même genre d'équipement dans les 4 arrondissements. Prenez par exemple, je dis souvent aux citoyens de mon arrondissement, mon ancien district, là, où il n'y a pas d'aréna, mais j'ai joué au hockey toute ma vie. Alors, quand on s'est fusionné, là, ça prenait une piscine dans chaque secteur, puis des arénas, ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a des choix qu'on doit faire. On ne peut pas répéter ces mauvais choix qui ont été faits aussi auparavant, d'avoir le même portrait d'équipement sur l'ensemble du territoire. Et lors de l'exercice budgétaire, parce qu'on regardait comment on peut faire pour réduire le taux de taxation en bas de 6 %. J'ai dit, il y a certaines immobilisations qu'on pourrait peut-être retarder ou pas faire. Mais c'est pas grave, ça. L'immobilisation, c'est minime sur le coût de taxe. Ça a des effets pervers, veut pas, parce que tu as un endettement sur 20 ans ou sur 15 ans, ces choses-là. Puis en plus, il faut que tu l'entretiennes, cet équipement-là. Et on a eu déjà des présentations ici sur notre parc immobilier. Le retard qu'on avait, c'est immense. Et je reviens encore sur le 2 %. On a 2 milliards d'équipements. On ne met pas le 2 % entre autres. Et on parlait de nos citoyens qui ont quand même un compte de taxes les plus raisonnables versus l'ensemble des Québécois. On ne peut pas arriver à chaque année avec un 5,7. Moi, je pense qu'on doit dire à nos citoyens qu'on va se donner une rigueur. L'objectif maximum, ça va être 3 %, justement pour aller chercher ce coussin-là de 1 %. Et là, dans l'organisation, on va falloir se regarder et dire, bon, bien, c'est-tu notre masse salariale qui est trop pesante? Parce que si on regarde, là, les marges de manœuvre sur notre budget de 360 millions, là, il y en a très peu. On prend l'endettement, nos ressources humaines qu'on doit payer, c'est vous qu'il ne reste plus grand-chose pour payer l'épicerie. Puis une chance qu'on ait Hydro avec ce surplus-là, parce que sinon, vraiment, on aurait encore plus de cheveux blancs. Et on a parlé d'évaluation de l'ensemble des services. Oui, on doit se poser la question, parce que sur une ville comme Sherbrooke, 366 km², 170 000 personnes, ça coûte cher d'aller porter des services à certains endroits. Oui, on a un périmètre urbain qu'on veut restreindre ces choses-là, mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça, parce que ça, c'est une obligation du gouvernement, c'est-à-dire, ou densifier encore plus et restreindre certains services qui sont à l'extérieur du bain, on pourrait dire.
Merci. Merci. Madame Évelyne Baudin. Oui, je veux juste être certaine. Ma compréhension de la chose, c'est qu'on parle de se doter d'un meilleur surplus, mais c'est surtout pour, quand on parle de services publics, là, c'est vraiment surtout nos immobilisations, n'est-ce pas? On parle surtout de nos immobilisations, on parle surtout de se faire un coussin, un surplus. Il y a deux principes. On travaille sur deux fronts. Ici, ce soir, là, ce qu'on mentionne, c'est que la hauteur de nos surplus accumulés, elle est trop faible. Okay? Donc, ça, c'est un peu la marge de manœuvre que l'on n'a pas. OK. Et l'autre front qu'on veut attaquer, un autre principe, qui est de dire, bien, on a un déficit important au niveau de nos actifs. OK. Je comprends. Et à cet égard-là, c'est le concept de dire, ben, tu sais, plus on s'endette, plus... en fait, le fait qu'on s'endette beaucoup réduit aussi nos marges de manœuvre éventuellement. Il y a un effet sur l'autre, mais il y a vraiment deux concepts à adresser. C'est juste pour être certaine de bien cadrer, en fait, les discussions qu'on a. Exemple, l'objet de la masse salariale, c'est quelque chose qui est un enjeu important qu'on doit aborder un jour, mais dans le cadre du débat de ce soir, ce serait plutôt la question de la hauteur de notre budget d'immobilisation là, qu'il faut commencer à questionner. Quand on parle de la grosseur de la maison, on parle surtout de nos projets, nos grands projets d'immobilisation, ou bien comme M. Deneau vient de dire, l'idée de rendre les services plus loin. C'est surtout ça qui est en question ce soir, même si les deux vont un peu ensemble. Là, en fait, tous les deux sujets ce soir ont un impact sur le budget en immobilisation. Sur le budget de fonctionnement. Parce qu'évidemment, si on veut constituer un petit cochon pour mettre pour nos mauvais jours, bien, il faut le prévoir dans notre prochain budget. Donc ça, c'est surtout pour la gestion le surplus accumulé? Exact. Pour le surplus accumulé? Exact. C'est notre petit cochon? Maintenant, si on veut réduire notre déficit de maintien d'actifs et qu'on veut faire tout ça en contrôlant notre dette et en contrôlant le service de la dette, bien, il va falloir aussi adopter des mesures. Et là, ce soir, on vous a présenté les mesures qui ont été adoptées par certaines villes, mais toutes les mesures qui ont été adoptées par certaines villes ont aussi ont eu un impact sur leur budget de fonctionnement. Donc, même si on parle d'immobilisation qui sont à long terme, il faut agir dès maintenant, parce que si on n'agit pas dès maintenant, bien, ça va juste s'empirer le problème dans le temps, parce que, comme on disait, plus on en paye une petite portion au comptant, bien, pire c'est, plus on crée de la pression sur notre endettement futur. Mais si on résumait votre cri du cœur, ce serait plutôt faites attention dans les projets dans lesquels vous vous lancez, plutôt que vous devriez couper dans les services réguliers de ressources humaines, etc. Là, votre appel à l'optimisation me semble plus orienté vers les projets, les actifs. Bien, en fait, moi, je pense qu'il va falloir se donner ensemble où est-ce qu'on veut aller. Et vous allez voir, ça va être un défi. En respectant un objectif, puis il y a quelqu'un qui l'a dit, là, les citoyens à Sherbrooke, on a beau avoir la plus faible charge fiscale, mais c'est pas vrai qu'ils vont supporter 6 % par année, et j'abonde dans ce sens-là. Donc, on va avoir des choix à faire. Absolument. OK? Et là, les choix, bien, il va falloir travailler tous ensemble à faire les bons choix, mais de manière à adopter une gouvernance financière responsable, équilibrée, structurellement équilibrée et durable, c'est-à-dire avec une vision long terme. Parce que encore, M. Lavallée me faisait parvenir ce week-end un article sur l'équité intergénérationnelle, puis c'était le gouvernement du Québec, puis eux autres aussi, là, ils réalisent que le modèle qu'on a actuellement n'est pas durable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas maintenir le modèle économique actuellement qu'on a en place. Mais c'est la même chose pour nous comme ville. Il faudra juste faire les bons choix. Puis, en terminant, une question pour M. Lavallée. En fait, l'année dernière, on s'est doté au conseil municipal d'une ligne directrice au niveau de la gestion des surplus générés par la crypto-monnaie. On a fait ça en 2019. On s'est dit, il ne faut pas toucher à la crypto-monnaie. Mais je voulais savoir, un peu en lien avec les commentaires aussi de ma collègue Mme Annie Godbout, selon vous, si on exclut
les revenus inhabituels qui sont générés par la crypto-monnaie. Okay? On les exclut. Il faut juste se concentrer sur les revenus plus habituels d'Hydro-Sherbrooke. À quoi est-ce qu'ils devraient servir ces revenus-là à Madame long Baudin, terme? si vous permettez, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une présentation qui visait à informer les collègues et le public, mais pour ce qui est, après ça, de se doter d'orientation et de prendre des décisions sur OK. les Ben, je peux retenir cette question-là. On est dans la phase s'il vous 2. plaît. Ben, en tout cas, c'est ça. Bon, ma question, ben, c'est un peu comme ce qu'a dit ma collègue Mme Annie Godbout, mais c'est un peu... Je questionne sur ce qu'on devrait faire avec les revenus réguliers d'Hydro-Sherbrooke. Merci. Merci, Mme Baudin. Mme Chantal L'Espérance. C'est un défi ce que vous nous proposez là. Parce que dans un budget, on a à peu près 65 qui est la masse salariale, qui augmente grosso modo de 2 d'indexation, plus l'augmentation des échelons, plus le temps supplémentaire pour certains corps. Ça veut dire que dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 3,45 donc ça, ça représente 65 du budget. Il y a à peu près un 15 qui va au service de la dette, donc remboursement du capital et des intérêts. Donc, ce qui veut dire, ça nous laisse à peu près 20 de marge de manœuvre. Et là-dedans, il y a la STS, il y a les paramunicipales, finalement, qui donnent aussi des services, souvent à coût moindre que si on les avait intégrés dans l'appareil municipal. Donc, c'est un beau... parce que s'il faut se mettre une réserve, par exemple, pour mettre, comme on dit, créer une base pour pouvoir payer des immobilisations comptant. J'essaie de voir mathématiquement, c'est pas facile parce que, puis justement, je pense que cette réflexion-là, il aurait peut-être fallu, il y a 20 ans, 25 ans, avoir ne serait-ce qu'un petit montant parce que quand on donnait des 0 d'augmentation ou des choses qui étaient en dessous de 2 déjà, on créait un déficit. Structurel et là, il y a du rattrapage à faire. Alors, j'essaie de voir comment, pour le faire, comme on dit. Alors, ça va être un beau défi, ça va être des bonnes discussions qu'on va avoir parce que tout ça, c'est intéressant, mais ça fait penser, j'ai l'impression des fois d'être un peu comme l'étudiant qui a pas beaucoup de côté, puis on lui demande de mettre, mais en réalité, il faut qu'il trouve le juste montant pour être capable de continuer à manger, à se loger, les besoins de base. Et c'est vrai. Je ne sais pas si je fais une mauvaise lecture, mais... Non, mais c'est vrai que c'est un défi. Et un des éléments que vous avez mentionné, c'est peut-être qu'il y a 20 ans, il aurait dû faire ça. Moi, je vous souhaite que dans 20 ans, ils ne disent pas la même chose. Absolument. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Pierre. Peut-être, je veux juste rajouter un point sur ce que Mme Lapierre disait tantôt. Puis c'est important parce qu'on se complète là. Elle dit il faut savoir où on veut aller. Il faut savoir où on veut aller. Moi, je vais vous poser la question. Il faut savoir aussi là où on ne veut pas aller. Exact. Monsieur Pierre Havard. Ce qu'on constate ce soir avec cette présentation-là, c'est que c'est un héritage qu'on a eu des années antérieures. Là, le fait de compter sur les surplus de la ville pour gérer et ceux d'Hydro-Sherbrooke, on a adopté une culture sans nécessairement se questionner au fil des ans parce que ça balançait, puis on arrivait au d'un malin à faire les choses. Moi, je suis un petit peu agacé quand j'entends des réflexions en disant bien, c'est la masse salariale qui est le problème. Si c'est le problème, allez dire ça aux gens de l'Hydro-Sherbrooke. Ça nous rapporte je ne sais pas combien de millions chaque année. C'est-à-dire, quelque part, c'est trop facile, ce genre d'argumentation-là. Moi, je pense qu'il faut faire un peu comme quand on le fait pour notre budget. Quand on parle de notre budget, on dit en as-tu vraiment de besoin? À un certain moment donné, il faut avoir ce réflexe-là collectif de dire oui, je ne nommerai pas de projet, mais tel projet, au stade où on est, là, on peut-tu attendre un peu? Et on est-tu rendu, on a-tu vraiment besoin à ce moment-ci? Parce que là, actuellement, j'ai l'impression qu'on veut tellement bien faire qu'on amène projet par-dessus projet sans nécessairement se questionner les impacts. Mais au bout de la ligne, là, ça en a des impacts. Ce n'est pas juste la masse salariale. La masse salariale, je vous rappellerai que même si elle augmente, mais nos taxes aussi augmentent. Fait qu'en bout de piste, ça revient pas mal équilibré. Là. Ça reste pas mal le même montant au bout de la ligne. Là. Bon an, mal an, ça se ressemble un peu. Ça peut avoir des différences, là, mais pas tant que ça
au niveau. Par contre, les projets qu'on fait, quand on y va de plusieurs millions de projets qu'on entreprend, bien là, ça a des impacts sur l'endettement aussi. Je pense qu'il faut le regarder, mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir plus le réflexe. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un pas en arrière et dire on va attendre un petit peu, mais pas trop, parce que je pense que les autres ont dit ça aussi avant, parce que de la manière que nos équipements sont rendus au niveau de l'État, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits dans le passé de ne pas investir, puis finalement, on arrive à un certain moment donné, on n'a plus le choix. Je pense au garage, par exemple. Je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose. Mon intention est nullement de jeter la pierre sur les décisions passées. Parce que puis je vais faire une allusion au régime de retraite. Il y a eu des lois qui ont permis de réformer les régimes parce que c'était plus soutenable. Mais je veux dire, je pense pas que les gens qui géraient les régimes de retraite à l'époque savaient que ça allait pas être soutenable. Puis que donc c'est un peu le même contexte, c'est que la société évolue, mais chose certaine, c'est à partir du moment où on est conscient que le modèle est plus soutenable, bien, je pense qu'on se doit d'agir. Mais mon objectif est nullement de lancer la pierre à quiconque parce que je pense que les décisions ont toujours été prises dans le meilleur intérêt des citoyens ici à la ville de Sherbrooke. Mais maintenant, à partir du moment où on le sait, bien, je pense qu'on se doit d'agir responsablement. Monsieur Picard? En fait, pour compléter, monsieur, avant ce que vous dites, ou que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, de s'en prendre à la masse salariale, c'est peut-être un peu facile parce que la masse salariale est la conséquence des décisions de niveau de service qui a été décidé. Si on décide de mettre un parc à tous les coins de rue, bien, ça prend des gens pour aller couper le gazon, ça prend des gens pour l'entretenir. Il y a des décisions qui sont prises par rapport à un niveau de service qui font en sorte que la masse salariale va suivre. Et donc, le nombre d'employés qu'on a correspond aussi à des niveaux de service qu'on s'est donnés. Il faut aussi mettre ça en perspective. Là. Maintenant, j'ai M. Claude Charron. Bon, juste récapituler un peu. Jusqu'ici, on gère notre surplus, on gère notre situation avec le surplus qu'on avait, qui s'en va en diminuant. Donc là, il s'agirait de mettre une politique pour gérer le surplus, si je comprends bien. C'est un des objectifs. Il y a deux choses à l'égard du surplus. Il faut gérer sa création, donc comment on va faire pour créer nos petits cochons. Puis après ça, bien évidemment, si je mets de l'argent de côté, mais à toutes les semaines, j'ai un argent, puis j'ai de l'argent dans mon enveloppe pour, admettons, des vacances, mais qu'à toutes les semaines, je la prends pour aller au restaurant, c'est pas mieux non plus. Donc, il faut avoir une politique pour comment on crée nos petits cochons, puis une autre politique à savoir pourquoi on l'utilise, notre petit cochon. Donc, ça permet d'encadrer l'ensemble de la création de la réserve, mais aussi de l'utilisation. Mais j'ai remarqué que le surplus aussi, on en a de moins en moins, donc il faut gérer ça à la hausse. Hein? Effectivement. OK. Puis votre exemple, la maison, tantôt, on change notre notre toit. Puis évidemment, chez nous, je paye mon hypothèque à descend. J'imagine que c'est le même principe avec la ville. Vous voulez que la dette descende pour qu'on puisse, en cas d'urgence, être capable d'emprunter plus facilement. Est-ce que c'est une bonne image que je me fais? OK. Quelques défis que je note, comme en ce moment, on prend des démarches pour faire ça. Il y a peut-être d'autres municipalités qui ne le feront pas autant que nous autres, ou ça va être inégal, comme on voit Québec, Montréal, ils ont fait des tâches. Il y a d'autres villes, j'imagine, vous n'avez pas de statistiques sur toutes les villes. Là. Mais supposons qu'on a de l'aide des autres paliers du gouvernement. Si on prend beaucoup d'avance, un peu en fait que ce qu'on a fait avec Valoris, on a pris d'avance, on a mis un projet en place parce que mais on a perdu des bénéfices via le fait que le gouvernement fournit ou fournit pas des argents. Là, fait que je ne sais pas si c'est une crainte quelque chose qu'on devrait prendre en considération aussi. Je ne penserais pas que le gouvernement va venir nous aider à l'égard de la gestion des actifs ni à l'égard des surplus. Je pense qu'eux-mêmes ont pris des moyens et eux-mêmes, pour eux-mêmes, c'est un grand défi, là. C'est certain qu'il y a des revendications qui pourront être faites à l'égard de la gestion des actifs, par exemple, parce qu'il faut voir aussi les responsabilités qui sont transférées aux municipalités, voir est-ce qu'on reçoit notre juste part. Je pense que cette question-là demeure. Mais pour adresser la question de la gestion des surplus et la gestion des actifs, ben moi, je n'attendrai pas que le gouvernement soit au rendez-vous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des représentations auprès d'eux
pour améliorer les transferts qu'on reçoit du gouvernement. Mais Et je n'attendrai pas. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir un impact entre les différences? C'est ce que je me demande. Supposons qu'on prend en charge, puis on prend de l'avance. Écoutez, les grandes villes, on l'a vu, là, sont déjà au rendez-vous. Laval n'était pas dans les ceux présentés, mais Laval ont des réserves phénoménales, là. Donc là, bien évidemment, là, après ça, on tombe dans les villes plus de notre ampleur, mais je pense que les gens aussi vont s'y intéresser parce qu'on est tous pris avec la même dynamique. D'accord. Juste un autre commentaire. C'est parce qu'on a mentionné tantôt le mot discipline. C'est parce que j'ai de la difficulté à faire discipline puis politique. À un moment donné, il va falloir peut-être philosopher. D'où l'intérêt des politiques ou d'un encadrement qui pourrait être établi avant. Exact. Ben, c'est-à-dire au moment où on n'a pas de. Le but, c'est de savoir où on veut aller, de se donner un concept. Puis après ça, ben, il va falloir apprendre à prioriser là, à travers ces règlements, ces politiques-là qu'on se sera donnés là, pour peut-être de mettre de côté toute émotivité là, qui peut survenir parfois lors d'un processus de préparation budgétaire. Merci. Merci. Alors, M. Geng, toutes mes excuses. Vous étiez inscrit, puis j'ai sauté par-dessus la ligne où votre nom était inscrit. Vous êtes toutes pardonnées, Madame la Présidente. Le bas de laine versus le Fonds des générations. Le Fonds de génération, ça a été installé par le gouvernement provincial il y a combien d'années? 2009. Une dizaine d'années. Au-dessus. C'est écrit dans le document sur HTC. On est en excellente position financière à cause de ça, si je me trompe. Mémoire, dans des documents que j'ai lus récemment, ça date d'autour 2006-2007. Mise en place. Ça fait un beau coussin pour la province quand même. 2006. N'est-ce pas? Le but de l'intervention, c'est que ça fasse un beau coussin pour la province. J'ai toujours cru au bas de laine. Le premier livre que j'ai eu sur la finance dans ma vie, c'est le barbier The Healthy Barber, là, qui suggérait de placer 10 % de ton revenu sur chaque paye sans que tu t'en rendes compte. Fait que moi, je suis de ceux qui pensent, qui croient à ça beaucoup, sans que ça paraisse, sans qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on a présenté le budget en décembre passé, il y a un entrepreneur de Sherbrooke qui est venu et qui nous a parlé d'une chose, le contrôle des dépenses. Et ça, je l'ai entendu toute ma vie aussi. Le contrôle des dépenses, monsieur, Lachance, vous n'êtes pas un martien. Si vous êtes un martien, bien, je viens de Vénus. Il n'y a pas de problème là. On s'entend là-dessus. Je pense que c'est la discipline la plus difficile à avoir, le contrôle des dépenses, parce que tout est beau aujourd'hui, puis on y va, puis on met ça sur la carte. J'ai à prendre des décisions difficiles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Monsieur Lavallée, j'ai à prendre des décisions difficiles à tous les jours en tant que Sherbrookois, en tant que père de famille. Je pense qu'il va falloir le faire. Une des disciplines qu'on va devoir se donner au conseil municipal, c'est de se faire un lac à l'épaule et de voir c'est quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de fixer le cap. J'ai demandé, moi, qu'on fixe un target à court terme, d'abord et avant tout, mais qu'on n'oublie pas qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. M. Deneau parlait de l'étalement des parcs et des piscines partout depuis la fusion municipale. Je pense que ça a été dur à gérer, ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que depuis 2002, ça a été quelque chose de tout ramasser, ces villes-là, puis dire aussi qu'on met les parcs et tout, et on ne veut pas que personne ne perde. Moi, j'ai accepté quand même la fermeture de deux patinoires dans mon district, parce que le gros bon sens m'a porté vers ça. Et parce que ça prenait beaucoup de staff à runner ça, et parce qu'il y avait à proximité d'autres endroits où les gens pouvaient le faire. Je pense que c'est des efforts qu'on doit faire et qu'on doit prendre des décisions selon le gros bon sens. Comme vous l'avez dit, Mme Lapierre, vous ne vouliez pas jeter la pierre à personne. On aura des choix à faire. Des choix à faire, comme dans tout. De la discipline, du contrôle. Les rues sont où là-dedans?
Comme j'ai dit, il devrait faire partie là, du portrait au niveau du déficit de maintien d'actifs. Donc, le chiffre de 97 millions est certainement un portrait partiel et il est assurément sous-estimé. Parce que Mme Gravel nous parlait d'un déficit de 100 millions au niveau des rues à Sherbrooke. Si on devait les refaire, si on devait les resurfacer puis en refaire une bonne partie. Moi, j'ai toujours l'impression de courir après ça. T'sais. On va toujours être en déficit par rapport aux rues. Est-ce que ça, c'est un autre truc qu'on va devoir se parler peut-être au conseil municipal, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'asphalte, dans les infrastructures? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas pour que nos rues se désagrègent là, rapidement par rapport à d'autres endroits? Et puis qu'il faut toujours remettre de l'argent là-dedans. Moi, en tout cas, ce bout-là, il ne m'encourage pas à mettre de l'argent de côté dans mon bas de laine. Ça serait le fun que ça vienne avec. Que cette partie-là vienne avec. Là on va... vous parliez de toit qui coulait, M. Lavallée. Moi, mon toit qui coule, c'est les rues. C'est ça qui coule. Puis c'est plate parce que pendant qu'on fait ça, puis qu'on pense à ça, ben, on ne se concentre pas sur le contrôle de d'autres choses. Puis le 5, 10, 50 ans, comme vous disiez. On est toujours ramené à ça. Donc, je voulais juste vous faire mention de ça. Merci pour le beau travail, sinon. Entièrement raison, M. Geng. C'était à moi? Là, c'était Mme Oh, désolé. Attendez, là. Godbout. Attendez, monsieur. Je vais continuer tantôt. Moi non plus, je ne veux pas jeter la pierre. Hein, je vais continuer sur le même principe. Mais oui, on le remarque, c'est un peu un héritage en quelque part. Puis je ne sais pas s'il y a 20 ans, les gens auraient pu avoir... Je pense qu'on rentre dans une réflexion profonde. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on fait le budget de la même façon. Ça fait longtemps qu'on pige justement dans les surplus puis qu'on prend pour acquis puis que pour tenir le taux de taxation assez bas. Et là, on voit le mur de très, très près. Et donc, je pense que cet exercice-là est vraiment essentiel. Et moi, j'apprécie vraiment beaucoup que ce soit une présentation publique aussi ce soir. Et j'apprécie beaucoup tous les éléments, en fait, qui sont amenés de réflexion autour de la table parce que je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Quand je vous écoute parler que vous imagez certains exemples, le modèle économique n'est plus soutenable. C'est sûr qu'en environnement, ça fait longtemps qu'on le dit, que le modèle économique n'est plus soutenable. Puis je vois, en fait, des parallèles aussi que le modèle économique n'est plus soutenable économiquement. Et donc, en environnement, c'est qu'on ne calcule pas les externalités, on ne calcule pas. Puis c'est un peu ça aussi qu'on remarque, en fait, dans tout ce qui a été nommé, sans vouloir le répéter, quand on ouvre une rue, l'impact, le BO, le BI, comment ça... Tout ça pulse et grossit, puis un peu sans qu'on s'en rende totalement et pleinement compte, parce que les liens... Donc, on est en train de faire les liens actuellement pour mieux comprendre la globalité. Changer ses habitudes, donc diminuer son empreinte écologique, donc diminuer son empreinte financière, c'est un peu ça. Puis clairement qu'il faut avoir des résolutions réalistes, puis clairement qu'on ne peut pas tout faire en même temps et que ce premier geste-là, on va le dire comme ça, bien, il est important. Puis effectivement, ça va compter pour le reste. Donc, gestion des surplus, gestion des actifs, encadrer niveau de la dette, politique d'utilisation des surplus. Il y a aussi peut-être des belles mesures qui vont s'ouvrir à nous dans les réflexions, entre autres, je pense à l'écofiscalité, pour autant changer nos comportements, récompenser, voir comment on peut contribuer, en fait, et que ce ne soit pas toujours par la taxation ou du modèle fiscal qu'on sait qu'il y a une déficience. Donc, je souhaitais vous remercier pour ce bel exercice pédagogique ce soir là, qui va nous amener dans une plus grande compréhension, puis on le souhaite un modèle équilibré et durable. Merci, Mme Godbout. Monsieur le maire, le mot de la fin. Je vais vous rejoindre sur plusieurs points. Mme Godbout, c'est certain. Alors oui, j'avais la même réflexion, M. Geng, c'était ça que je voulais dire. Alors, je vous approuvais. Au niveau de l'asphalte, une problématique de ce côté-là. Est-ce que les universités y travaillent? La réponse est oui. Alors, bien hâte d'en reparler avec, évidemment, le ministère du Transport, là, parce qu'eux aussi regardent ça attentivement, ce qui se passe sur nos routes à travers le Québec et non pas juste Sherbrooke. Hein, parce que
la problématique est beaucoup plus grande. J'ai également une sensibilité avec laquelle vous avez parlé, M. Genk, encore une fois, au niveau des épargnes systématiques. C'est un petit peu ça que vous vouliez dire, parce que, oui, tout le monde devrait le faire. Vous avez entièrement raison. Tous les citoyens devraient faire une épargne systématique. Alors, je ne suis pas en train de vendre à une institution bancaire, là, que les gens aillent directement là demain matin, mais je pense que lorsqu'on est capable de se mettre un pourcentage de notre paye de côté, ça reste toujours le meilleur moyen au niveau des imprévus. Vous l'avez dit tantôt, Monsieur le professeur. Je continue à croire que la fusion des villes, oui, il y a eu du positif et du négatif. J'allais plus vous rejoindre, vous, M. Lachance, par rapport à ça. Et je n'attribuerais pas ça nécessairement juste par rapport aux hausses salariales, mais bien par rapport au déficit au niveau des trottoirs, de l'éclairage, des infrastructures de chacune de ces municipalités-là qu'on a repris finalement au niveau de Sherbrooke. Alors, c'est sûr que ça a fait augmenter l'endettement. Heureusement, bien, on a pris évidemment en main probablement quelques projets en développement économique. J'ai qu'à penser évidemment au parc industriel où on aura probablement un retour sur investissement. Je fais cet exemple parce qu'on en a d'autres aussi auxquels on vient de mettre de l'argent. Je pense qu'il va réellement rapporter à un petit peu plus long terme, mais quand même, on l'a évidemment dans notre portefeuille. Éventuellement, on verra quelque chose revenir. Nos principes au niveau de l'important déficit de nos actifs actuels, bien, la vérificatrice générale en avait parlé, mais je pense qu'on était déjà sur le cas à avancer avec les services, à trouver certaines revisions à faire par rapport à nos actifs. Il faut savoir qu'ils se sont penchés sur la question, mais c'est une bonne interrogation à savoir qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on laissera aller. Évidemment, je pense qu'on est en réflexion par rapport à ça. Plusieurs villes ont la même problématique. Et vous l'avez bien dit, Mme Godbout, le nouveau problème au niveau du changement climatique et l'environnement. Ça en fait partie des choses qu'il faut mettre quand même de l'avant. C'est demandé par les citoyens et citoyennes. Puis je pense qu'on a vu l'autre jour, ici, c'était rempli de jeunes qui nous le demandent également. Et ça, c'est notre avenir. Alors, il faut en prendre soin, il faut être à l'écoute de ça. Et je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre de l'argent de côté. Notre épargne systématique pour l'environnement, on n'aura pas le choix parce qu'encore une fois, c'est de l'imprévu. Le professeur, vous l'avez bien dit encore une fois tantôt. Alors, moi, je pense qu'on doit regarder un budget à long terme, stable. Les gens ont besoin d'avoir une stabilité au niveau du budget. Vous l'avez bien dit, M. Deneau. Alors, je pense que les gens s'attendent à ça de nous, alentour de la table, qu'on travaille tous ensemble. Oui, on a le comité de performance organisationnelle où on en parle beaucoup. On vous ramène aujourd'hui, d'ailleurs, un élément ici d'encadrer le niveau de la dette, d'utilisation des surplus aussi, ce que je suis en train de parler d'ailleurs, et de la réduction du déficit d'entretien, et tout faire ça en même temps que les augmentations salariales. Vous avez raison. Ça suit aussi. Il faut quand même en tenir compte de toute façon. Alors, je pense qu'on a une responsabilité à prendre au niveau du Conseil et de se mettre au travail dès maintenant pour l'avenir, notre prochaine génération. Merci beaucoup. Alors, ça faisait le tour de notre sujet. En vous remerciant infiniment tous les trois. Vous réussissez à vulgariser des choses qui ne sont pas toujours évidentes et à pointer vers des choses qui sont prioritaires et qui nous appartiennent parce qu'encore une fois, vous proposez, vous suggérez, puis nous, on va disposer. Alors, les décisions, bien, c'est nous, ici, de ce côté de la table, qui vont devoir être prises. Alors, je vais permettre à M. Picard et aux journalistes, s'ils souhaitent lui adresser des questions. Nous, on va poursuivre avec le comité plénier huis clos et faire le sujet que j'ai reporté qui devait être à 18 h afin, justement, là, de ne pas trop dépasser l'heure de tombée qu'on avait prévue. On va revenir sur ce sujet-là après, dans le fond? Oui, avec le point 7.1.